l'actualité de l'AMDF, l'Association des mairies démocrates de France, et de démocratie directe avec DS, que nous faisons depuis un peu plus d'un an maintenant avec mon coach historique Kali de Débilocratie. Et nous essayons, avec ce nouveau format depuis plusieurs semaines, de faire, en plus de nos émissions de fond très longues, parfois plusieurs heures pour arriver à nos fins, ce petit format d'actualité de moins d'une heure qui nous permet de pouvoir rebondir, comme son nom l'indique, sur tout ce qu'il se passe au niveau de la démocratie directe. Et ces dernières semaines, nous avons un peu accéléré le rythme puisque nous avons, dans le cadre d'une collaboration avec la coalition citoyenne, émis la possibilité de pouvoir presque tous les jours avoir une actualité et une personnalité concernant le rassemblement, le 7e rassemblement de la coalition citoyenne qui aura lieu ce week-end du 14 au 16 novembre 2025 à Moulares, au château du Vernier. Nous recevrons tout à l'heure d'ailleurs Grégoire Lecoq. Et puis demain, nous recevrons Renaud Altier de nouveau avec Thomas Brun pour nous parler du programme. Et pour le dernier jour, veille du début de ce rassemblement de la coalition, nous recevrons Étienne Chouard qui anime un atelier le dimanche après-midi au château du Vernier. Monsieur André Belon, que je n'avais pas l'honneur de connaître, je suis désolé, que je n'avais pas l'honneur de connaître jusqu'à ce jour. Malheureusement, nos parcours ne nous sont pas encore croisés, mais c'est chose faite et c'est avec grand plaisir que j'accueille ce polytechnicien qui, en plus d'être un penseur émérite, nous fera la présentation d'une de ses œuvres. Il officie dans la mouvance démocratique et on peut retrouver son travail sur le site que vous voyez sous son nom pour une constituante.fr. André Belon, bonjour. Bellon, pardon, puisqu'il n'y a pas d'accent, mais on prononce le E en E devant les deux L, c'est ça? Oui, devant une consonne redoublée, toujours. Voilà. Je vais comme ça vous reprendre mon Becherel et mon bled pour pouvoir à nouveau me mettre en actualité. Comment allez-vous, André? Bah, pas mal, puisque je suis là. Bien, André, on va faire un petit peu connaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, vos humanités? Vous faites partie d'une génération qui a fait ses humanités et votre parcours professionnel qui vous ont mené directement à une prise de conscience concernant la démocratie, une forme de démocratie directe ou peut-être une démocratie représentative. Nous allons en discuter ensemble et qui vous a aussi amené à la réflexion sur une constituante. Alors, commençons par votre parcours étudiant et puis votre parcours professionnel, André. Alors, étudiant, c'était à Marseille. Donc, je suis Marseillais, j'y tiens beaucoup d'ailleurs. J'y vais souvent. De toute façon, il y a toujours mon frère là-bas. Ma fille est institutrice dans le coin. Enfin, ma deuxième fille. Et donc, j'ai fait toutes mes études là-bas. Alors, la particularité, j'aurais voulu en fait être historien, pour être franc. Donc, je suis toujours un peu historien amateur, mais il se trouve que j'étais très fort en maths, et donc les choses ont fait que j'ai préparé Polytechnique, que j'y suis rentré, voilà. Ensuite, bon, comme beaucoup de mes congénères, au fond, on est allé là parce qu'on voulait y réussir, mais après, on n'est pas très au clair sur ce qu'on veut faire. Puis on est encore dans l'adolescence tardive, donc voilà, on recherche. Donc j'ai fait les ponts et chaussées en civil. J'ai fait une fac d'économie à la Sorbonne, donc je ne sais plus comment ça s'appellerait aujourd'hui, mais un master 2, je crois. Et puis après, j'ai passé le concours d'administrateur de l'INSEE, donc je suis administrateur de l'INSEE. Voilà. Politiquement, moi, je suis venu à l'idée politique
même si les guerres d'indépendance et les guerres coloniales étaient finies, mais il y avait toujours le relent, hein. Et j'y suis venu par l'hostilité aux guerres coloniales et donc une idée de liberté qui ne m'a jamais quitté. Donc je suis très attaché à l'idée de liberté, si vous voulez, hein. Ça explique que puisque vous parliez de mes livres, celui qui s'appelle Une nouvelle vassalité, quoi, qui est l'explication, puisque après, donc, j'avais adhéré au PS, je suis devenu député de Manosque, donc des Alpes de Haute-Provence, si vous préférez. Et disons que je n'ai pas trouvé dans l'ambiance PS avec Mitterrand l'idée de liberté telle que je la concevais. Voilà. Donc, petit à petit, ça s'est dégradé. Je suis devenu président de la commission des affaires étrangères contre la volonté de Mitterrand, d'ailleurs, parce que le groupe avait un peu envie de se libérer et que j'étais responsable des affaires étrangères. Voilà. Vous Et donc, officiez au niveau national, alors, si j'ai bien compris, au sein du Parti oui, socialiste. le président à l'Assemblée nationale, oui, bien sûr. Il y a 6 commissions permanentes, hein, je ne vais pas vous les citer, mais il y avait les affaires étrangères. Voilà. Et donc j'en ai été président. Ensuite, à un moment, moi j'ai considéré que je ne voulais plus être député. D'ailleurs, député tout court, sans doute, parce que 3 fois ça va. Enfin, 2 fois et demi, parce qu'il y a eu dissolution. Mais je crois qu'il ne faut pas faire ça éternellement. Ce n'est pas une profession, hein, c'est un mandat. Et ça, on oublie ça trop souvent. Ça devient une profession, c'est pas bon, ça. Et donc, comme j'avais un peu assez du PS, je me suis présenté tout seul. J'ai battu le PS, ce qui est une satisfaction morale. On a été battus tous les deux, on le savait d'avance. Et puis, je suis retourné à l'INSEE, où je suis administrateur. Voilà. Voilà, c'est un parcours, je ne sais pas si vous le jugerez original ou banal, mais c'est un parcours. Voilà. Et depuis, Original peut-être, mais banal certainement pas, parce que peu de personnes peuvent se targuer d'avoir été 2 fois et demi, comme vous dites, député, puisque vous avez eu la dissolution avec, oui, avec Mitterrand-Chirac, c'est ça? Voilà, dont vous oui, parlez, à laquelle exact, vous faites référence, hein, puisque ouais. vous êtes un petit peu comme moi, même un petit peu plus âgé que moi, donc vous parlez d'une période que certains de nos auditeurs n'ont pas connue. Ne peuvent pas connaître, que dirait l'autre. Tout à fait. Tout Oui, à mais ça fait. n'empêche pas d'en parler, moi. Je fais parfois référence à la Première Guerre mondiale, je ne l'ai pas connue. Bon, Oui, tout à fait. nous Bah, sommes en tous même temps, héritiers de en- l'histoire, quand même. oui. C'est d'ailleurs ce qui nous manque cruellement, pas forcément le devoir de mémoire, mais au moins la connaissance de l'histoire, car malheureusement, comme disait Confucius, l'expérience est une lumière qui éclaire derrière soi, mais en même temps, l'historien peut aider à comprendre le présent et peut-être parfois, s'il est un peu avisé et fait don de discernement, on peut envisager de prendre des options pour le futur avec un peu plus de modération quand on connaît l'histoire. On est L'ennui, d'accord. c'est que enfin, je ne dis pas qu'on n'enseigne plus l'histoire, ça c'est pas vrai. Mais enfin, je ne suis pas sûr qu'elle a la même force que celle que nous avons pu connaître. Bon, si vous voulez, je vais vous reparler là, de mon parcours étudiant. Moi, le seul prof qui m'a fasciné, c'était au lycée Perrier à Marseille, c'était le prof d'histoire, qui s'appelait Robert Bonneau, c'était le meilleur ami de Pierre Vidal-Naquet, pour le situer. Mm. Et qu'il avait lui-même sauvé pendant la guerre, en le cachant, hein, puisque Vidal-Naquet était juif, et donc Bonneau l'avait caché. Et c'est un militant contre les guerres coloniales, il est même allé en prison au Beaumet de ce fait, et c'était un professeur extraordinaire. Ouais, voilà. Et donc il nous a marqué d'une certaine façon. Et moi je pense que sans la connaissance de l'histoire, enfin un minimum, ça ne veut pas dire être un historien chevronné, bien sûr, hein, mais sans un minimum de connaissance de l'histoire, ça n'a aucun sens de faire de la politique. Parce qu'on est tous ancrés dans une réalité historique qu'on peut critiquer, qu'on peut parfaitement détester, mais qu'on doit connaître.
comme ça. C'est très intéressant votre point de vue parce que on se rend compte de plus en plus que nos citoyens sont devenus des consommateurs abétis pour la plupart, dont je fais malheureusement allègrement partie, un petit peu comme tout le monde, on a tous nos défauts, et que le citoyen, entre guillemets, dit éclairé, se doit d'avoir quand même une certaine connaissance qui nous permettrait peut-être d'éviter certains écueils. Et quand on voit le niveau moyen de nos représentants politiques aujourd'hui, on peut s'interroger effectivement sur le niveau d'intérêt qu'ils portent à l'histoire, y compris notre histoire contemporaine la plus immédiate, qui Oui, pourrait être aussi porteuse de leçons. Mais visiblement, on voit que ce n'est visiblement pas le cas. Mais revenons à vous, André. et juste au passage, une référence à laquelle je tiens. Moi, je suis membre de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, bon, euh, qui, euh, qui agit beaucoup, qui en ce moment cherche à faire réériger la statue du père d'Alexandre Dumas, qui était né esclave et qui est devenu général de la Révolution, donc un parcours quand même assez symbolique. Bon. Et Dumas, comme Victor Hugo d'ailleurs, sont un petit peu, bon alors un petit peu, c'est pas Michelet, mais un petit peu à l'origine de l'histoire de France. Ils ont beaucoup écrit sur l'histoire de France. Et d'une manière, bon, qui parfois est discutable, mais enfin, il n'y avait pas vraiment d'histoire, il y avait des chroniques. Voilà. Donc, moi, je suis très attaché à cette affaire. Alors revenons à vous. Pourquoi avez-vous quitté les hautes instances du Parti socialiste? Qu'est-ce qui a fait chez vous cette césure et qui vous a conduit à un renoncement et à partir voguer sous votre propre étiquette, hein, puisque si j'ai bien compris, par la suite, vous avez continué de la politique un petit peu sous votre nom, sans aucun parti. Alors, d'abord, quand on rentre, comme on dit, rentrer en politique, ça, c'est des expressions toutes faites, je pense que originellement, c'était parce qu'on croyait à quelque chose, à un objectif, et qu'on essayait de participer à sa réalisation. Je crois que c'est Aristote qui disait la politique, c'est la recherche d'un certain bien. Donc il y a l'idée d'un bien commun, intérêt général, on pourrait dire. Bon. Alors après, chacun peut avoir sa conception de l'intérêt général, bien sûr. Mais il y a quand même l'idée qu'il y en a un. Je pense que dans les années, moi, où je suis rentré, comment dire, en politique, cette idée existait. Je ne suis pas sûr qu'elle ne s'est pas dégradée. Et en particulier que le personnel politique n'a pas un peu changé de nature. Si je prends des gens comme moi, je ne dis pas que tout le monde peut faire le parcours. Par exemple, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Il y en a eu au temps où il y a eu les grands moments du PC, hein, mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est difficile. Mais en même temps, on avait cette possibilité. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire la politique, et en particulier être parlementaire, par exemple, ça ne soit pas une profession, c'est-à-dire ils deviennent assistants parlementaires, permanents de leur parti, puis ensuite ils sont quoi? Ben, ils sont inévitablement liés à leur parti. Je ne dirais pas qu'ils sont salariés des partis, mais quelque part, de façon indirecte, oui. Et donc, c'est devenu non plus une carrière, mais une profession. Et ça, c'est malsain. Et je crois que c'est une des choses qui fait qu'il y a plus obligatoirement de débat, parce que le parlementaire, dans une telle vision, je ne dis pas tous, hein, loin de là, hein, mais beaucoup, et en tout cas plus qu'avant, deviennent tributaires de leur parti. Et quand on a le débat, par exemple, je suppose qu'on en parlera sur le mandat impératif, euh, il faut bien voir qu'à l'heure actuelle, il y a un mandat impératif pour beaucoup de parlementaires. C'est par rapport à leur parti. Oui, oui, Ben parce que dans la Constitution, c'est tout le contraire, hein, on est bien d'accord. oui. Donc, euh, où est l'autonomie du parlementaire par rapport au parti dans le cadre actuel? Okay. Alors, je ne dis pas que c'était parfait autrefois. C'est toujours facile de dire autrefois, c'est bien, maintenant, bon. Mais, par exemple, sous la Troisième République, hein,
le Parti radical, qui a été quand même un élément clé de la Troisième République, hein, Gambetta, Clémenceau, etc., les parlementaires n'étaient pas obligés de voter unanimement comme leur parti. Il y avait une liberté de vote. Alors évidemment, ils avaient des principes communs, hein, la laïcité et les valeurs républicaines, mais ils étaient relativement libres. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a l'obligation de vote. Alors ça, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir. Et autant moi je suis d'accord pour dire que les parlementaires, les élus, enfin c'est moins vrai au niveau local, on parlera des mairies hein, si vous voulez après, moi qui m'intéresse pas mal dans la période actuelle. Mais les parlementaires, où est leur autonomie intellectuelle, où est leur autonomie politique voilà, ça c'est des questions qui maintenant deviennent absolument nécessaires. Alors, ça ne veut pas dire, c'est là qu'il y a tout un débat, je suppose qu'on y passera, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le suffrage universel. Hein, moi, je suis tout à fait hostile aux théories du tirage au sort, par exemple, parce que la démocratie, c'est la participation de tous. Hein. Mais il faut qu'on redonne sens au suffrage universel. La réalité, c'est que dans le cadre actuel, et en particulier depuis ce symbole qui est 2005, et donc sa remise en cause en 2008 par le traité de Lisbonne, où est la souveraineté populaire? Effectivement, aucune. Quel est le dernier mandat, André, que vous ayez eu et en quelle année? Moi, je suis parti en 93. Donc, voilà, je me suis retiré. Alors, pourquoi me suis présenté? Parce que, alors ça se discute, c'est un problème entre moi et moi. Hein. Je pense que, excusez-moi, la formule, ça fait un peu pompeux ce que je vais dire. Mais Non, non, c'est très bien, c'est très drôle. la sortie de scène, ça existe aussi pour tout le monde. On ne sort pas en se cachant. Et je pensais que le faire devant les électeurs, c'était une bonne manière. Je savais d'avance qu'on ne serait pas élu, mais ce n'était pas la question. Donc j'ai pris l'étiquette gauche républicaine. J'ai fait 12,5, je crois, ce qui est pas mal sous une étiquette personnelle. Et puis voilà. Et puis après, je suis passé à autre chose. Alors, quelles étaient les valeurs de la gauche républicaine? Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas comprendre, puisque Alors, la gauche, entre guillemets, en tout cas celle qui a le vent en poupe et celle qui est majoritaire dans les mouvements de gauche, on va dire donc la France insoumise, appelle de son vœu une sixième république avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications, en tout cas dans les prétentions et dans les promesses, hein, qui n'engagent que ceux qui veulent bien les croire, comme c'est ce qu'on dit. la formule consacrée. Donc du coup, qu'est-ce que la gauche représentative et républicaine Alors, à l'époque? si je faisais la même chose aujourd'hui, je me poserais la question, non pas de mettre républicain, mais de mettre gauche, parce que le clivage droite-gauche, tel qu'il est perçu aujourd'hui, honnêtement, il n'est pas facile à analyser. Bon. Donc, est-ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours un parti progressiste et un parti plutôt traditionnel. Simplement, je ne suis pas sûr que les définitions n'aient pas évolué, donc ça mérite inventaire. Et en toute hypothèse, je pense qu'il ne peut pas y avoir de définition de la gauche et de la droite s'il n'y a pas le peuple. Parce que la gauche et la droite, c'est une partie du peuple. Donc, je considère que la reconstitution du peuple en tant que souverain, d'ailleurs article 3 de la déclaration de la Constitution française, la souveraineté du peuple détermine ensuite la possibilité d'exprimer des options contradictoires. Encore faut-il qu'il y ait un espace dans lequel on peut le faire. Et donc, la reconstitution du peuple, c'est un peu ce à quoi nous travaillons, on n'est pas les seuls, loin de là. Hein. Les associations que vous avez citées, les personnalités que vous avez citées, Alquier, Lecoq et d'autres d'ailleurs, participent à cela. Et d'ailleurs, on travaille avec eux. D'ailleurs, on a fait pas mal de visio avec eux, une réunion en présentiel
C'était il y a 2 ans, à la Maison des Assos du 15e arrondissement de Paris. On était quand même, une cinquantaine, je crois, à peu près. Tout est sur notre site, hein. Il y a toutes les interventions, toutes, une par une. C'est intéressant et on a défini des principes communs et en particulier, et ça revient à cette question de liberté, la définition du droit. Parce qu'on nous rappelle tout le temps, on est l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit. Oui, d'accord, c'est pas parce qu'on répète que c'est vrai. L'état de droit, la vérité, c'est qui le définit. Qui est le souverain? Donc, question souveraineté, question liberté. Oui. Et tout tourne autour de là. Et la constituante, bon, c'est un symbole, on aurait pu. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est un symbole qui en plus fait référence à l'histoire de France. Il y en a eu 6, ben, ça en ferait 7. Hein. Bon. C'est une manière où le peuple se reconstitue en tant que souverain. Alors, Donc, pour essayer de savoir pour essayer de savoir où vous vous situez, je vais me permettre de schématiser, hein, on est bien d'accord, les choses. allez toujours. Oui, ça aide parfois en simplifiant et en gommant les nuances, ça aide parfois à la compréhension, on est d'accord. Alors, on va passer de diverses échiquiers. Alors, j'allais dire de gauche à droite, mais ni de droite à gauche, mais enfin, d'un pan à l'autre. Votre serviteur est un systémiste. Moi, je vais bien plus loin que les travaux d'Étienne Chouard, avec mon cofondateur de Démocratie Directe avec des S, hein, que ce soit très clair. Nous appelons de nos voeux la fin de la République et la fin de la représentativité. On va encore plus loin, encore une fois, que les travaux de Jacques Testard, d'Étienne Chouard et d'autant d'autres. Mais puisqu'il faut en citer un, citons Étienne, puisque c'était quand même beaucoup dans le monde des démocrates par rapport à son travail qui a été connu à la suite du débat de 2005 sur la communauté européenne, que les gens ont commencé un peu à se positionner. Il y a, si on progresse un petit peu plus, des gens qui aimeraient donc passer à une 6e République dans laquelle il y aurait des réformes constitutionnelles, dans lequel il y aurait le RIC, souvent toute matière. Il y a des partis politiques, Solutions démocratiques par exemple, ou Décidemos, qui, eux, œuvrent pour un changement très ponctuel de la Constitution, et notamment Solutions démocratiques, en modifiant un ou deux articles de la Constitution qui permettraient, pour simplifier, de mettre le pied dans la porte et pour pouvoir l'ouvrir et retrouver une forme de souveraineté populaire. Il y a des républicains qui pensent que la 5e République est une bonne république, mais qu'elle doit être aménagée de façon à ce que le représentant soit un vrai représentant au sens étymologique du terme, et donc avec un mandat impératif. Dans quelle chapelle, entre guillemets, vous situez-vous, André, et quel est l'objet de votre travail aujourd'hui avec votre association pour une constituante? Alors, j'aurais d'abord une tendance qui m'arrangerait, hein, à vous répondre que j'aime pas les chapelles, donc je peux pas répondre à votre question. Donc voilà, une fois que j'ai fait ce préalable qui m'arrange et qui me soulage, euh, vous dites que vous êtes systémique, c'est-à-dire une critique du système. Ben, nous aussi. C'est une critique du système et une approche systémique et holistique à Et la fois. nous aussi. Voilà. Mmh. C'est-à-dire on considère que le système est à bout de souffle et que même il devient objet de danger et de création d'affrontements. On en a déjà vu des symptômes, mais à mon avis, c'est pas fini. On peut le regretter ou pas, ça c'est une autre affaire. Par parenthèse, moi je n'aime pas la violence, donc je cherche des solutions qui permettent de résoudre sans violence. Après, on y arrivera ou pas, mais en tout cas, c'est notre objet. Voilà. À partir du moment où on est contre le système, ça veut dire donc contre les institutions telles qu'elles sont. Alors, il y a des gens qui disent on veut une 6e République. Bon, soit dit en passant, comme dirait M. de la Palisse, après la 5e, il y a de fortes chances que ce soit la 6e. Hein. Bon, à moins qu'on veuille passer à la 7e tout de suite.
Bon, donc ce n'est pas la question de la dénomination, c'est la question de savoir ce qu'on veut faire. Or, j'ai l'impression que dans ce que disent pas mal de porteurs de l'idée sixième République, ils ont un projet clé en main. Ils ont déjà une constitution. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les principes. Ça veut dire que nous n'avons pas d'avance une constitution parce que nous voulons que ça passe par la case peuple qui lui-même trouvera les moyens de redéfinir sa manière de vivre politiquement. Donc, la question n'est pas quoi, mais qui, d'abord. De ce point de vue, quand vous dites, par exemple, on critique les représentants, bon, j'ai entendu ce discours maintes et maintes fois, alors on nous sort CIS qui était, paraît-il, particulièrement pour les représentants et antidémocratiques. Non, CIS, il était pour le suffrage censitaire, il détestait la démocratie. Bon, c'est d'ailleurs l'homme du 18 Brumaire, donc c'est stupide comme référence historique. Bon. Le problème, c'est qu'on confond représentation avec système actuel. Bon. Pour moi, il y a bien un moment où les citoyens vont s'exprimer et comme ils ne vont pas se rassembler à 60 millions, ils auront bien des porte-paroles plus ou moins passagers, ça peut être passager d'ailleurs. Bon. Mais la question n'est pas de savoir s'il y a des représentants ou pas. La question est de savoir s'il y a des mandats. Bon. Le mandat peut être donné par référendum, ça c'est clair, et je pense qu'il faudrait effectivement valoriser le référendum. Je reviendrai sur 2005 si vous permettez, mais plus tard. Bon. Mais il faut des mandats. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on veut supprimer le mandat. Et on dit toute la démocratie directe, nanana. Moyennant quoi? Alors là, c'est le summum. On vous dit qu'on va tirer des gens au sort, qui donc n'ont pas de mandat, et qui sont de fait des représentants. Alors, passer des représentants déjà pas terribles à des représentants officiellement sans mandat, je ne considère pas ça comme un progrès historique. Mais ceci est un oui. Je suis pas forcément un pro du tirage au sort, mais vous y mettez un biais dans la présentation, puisque le tirer au sort n'a qu'une seule fonction, c'est de voter après un débat convergent et divergent et une temporalité qui se respecte dans une mise en scène du débat. Enfin, en tout cas, c'est sans vouloir trahir la pensée et le travail d'Étienne Chouard, par exemple, c'est comme ça que l'on l'entend. Mais j'avoue aussi que certaines personnes font fortement exprès de dévoyer ce concept, de la même manière qu'on a dévoyé la démocratie participative. On en a fait des oxymores, démocratie participative, consultative, délibérative, j'en passe et des meilleurs, à tel point qu'on est obligé de nous, pour expliquer que nous sommes des démocrates, de faire un pléonasme en disant démocratie directe. Donc on est arrivé aujourd'hui à une difficulté sémantique. Moi, je ne suis pas contre, ça ne me choque pas personnellement. Ce que je souhaite par contre, c'est que, alors, je vois bien ce que vous dites, je suis peut-être d'accord sur les prémices qui conduisent à ça, je ne suis pas obligatoirement d'accord sur les conclusions, parce que quand vous dites… C'est votre droit, on est là pour ça, pour que vous nous expliquiez votre travail, justement. Encore une fois, on met des S à démocratie, André. Si vous prenez des gens tirés au sort, et dont on nous dit qu'ils représentent en gros une nation en miniature, si j'ai bien compris. Bon. Un panel représentatif, oui. Et représentatif de quoi? En quoi société, normalement. Alors, là, je vais faire l'administrateur INSEE de base. Une représentation statistique n'est pas une représentation politique. Voilà. Pas parce qu'on prend des gens au sort qui représentent la nation. La nation, elle est partagée, elle est traversée par des courants. Ces courants ne sont pas représentés si on tire au sort. Ça peut éventuellement, si on y met des critères sociaux, une catégorie socio-professionnelle, etc., ça peut représenter socialement, mais pas politiquement.
pas du tout. C'est intéressant, expliquez-nous. Est-ce que vous pouvez développer ce concept? Parce que c'est intéressant. C'est pas la première fois que je l'entends, mais c'est un argument contraire euh, aux statistiques, à la panélisation, y compris quand elle est faite de façon entre guillemets rigoureuse, avec des tranches d'âge, des ethnies, même si c'est interdit en France, mais bon, des, Oui, des non, mais je secteurs, connais. des secteurs culturels, enfin bon, bref, etc. Et vous, votre discours, c'est de dire que malgré, si nous avions un échantillon représentatif au plus près, quel que soit le nombre, en termes sociaux, professionnels, culturels, ethniques et religieux, vous pensez que ce ne serait pas représentatif des courants politiques? C'est ça que vous êtes en train de dire. Évidemment. En quoi est-ce que la situation sociale détermine la position politique? Bon, je vais vous prendre des exemples faciles. Hein. Marx, il n'était pas particulièrement pauvre. Il est parti. Bon, Jaurès n'était pas pauvre. En revanche, on nous a fait tout un numéro sur Bérégovoy, ouvrier, d'ailleurs, c'était discutable, mais honnêtement, sa politique, elle n'était pas vraiment de gauche. Bon, alors en quoi est-ce que la place sociale détermine la position politique? Globalement, en partie peut-être, un par un, certainement pas. Là, ce qui détermine la position politique, c'est les prises de position politique. Alors, est-ce qu'on doit y voir dans ce que vous nous dites, André, c'est une question, le fameux débat littéraire du moi créateur et de la personnalité, où des gens comme Marcel Proust, avec Contre Saint-Beuve, défendaient l'idée qu'il fallait absolument séparer l'artiste de l'humain. Dans l'actualité dernièrement cinématographique, Roman Polanski, pour ses Oui, exactions sexuelles et son talent, ou des gens comme Bertrand Cantat dans la musique pour son comportement vis-à-vis de la gente féminine et son talent aussi. Est-ce que donc vous y voyez une analogie entre le moi créateur et l'être, l'intériorité humaine, et donc une séparation aussi entre être à un moment donné la réflexion politique complètement séparée du milieu dans lequel on vit? Vous ne croyez pas au déterminisme social, en clair? honnêtement, je n'ai pas votre culture en matière d'art, et donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Oh, Bon, ma culture est toute petite, hein. Je suis je juste un sais d'avance Prussien, que je donc. ne vais pas être bon. En revanche, sur le terrain politique que je connais un peu plus, Oui, je pense qu'on n'est jamais déterminé politiquement. d'accord, mais c'est intéressant. C'est la vie sociale, l'histoire personnelle, les rencontres, les conflits, que sais-je. C'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure, quand on parle de République, je sais très bien que je m'aventure en utilisant ce mot sur oui, mais la République, elle a fait ceci, elle a été coloniale, elle a été... Oui, très bien, c'est vrai tout ça. Bon, mais je reviens aux principes qui ont fondé le renversement de la monarchie. Il y a quoi? Il y a l'idée de liberté individuelle. Et c'est d'ailleurs la liberté individuelle qui permet de participer disons, à la société. Il n'y a pas de société, à mon sens, sérieuse sans liberté de la personne. Or, cette liberté de la personne, il faut bien qu'elle s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment on peut recréer cette liberté, non pas par des méthodes, tirage au sort, etc., mais par des assemblées nouvelles qui, à notre avis, ne peuvent émaner que des communes, c'est-à-dire des assemblées communales qui, indépendamment du conseil municipal, le conseil municipal, il a son rôle, l'assemblée communale, elle en a un autre, qui est de repenser la politique en général. Et Est-ce que donc, vous faites référence aux fameuses assemblées citoyennes oui, dont... ça peut s'appeler comme ça, oui. Oui, d'accord. Ok. Mais, 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 excusez-moi, continuez, continuez. non, mais avec Je voulais l'idée préciser. qu'elle trouve le moyen de se faire représenter d'une certaine façon. Bon, ensuite, c'est quoi la République dans ce cadre? Ben, c'est la liberté,
l'esprit critique. Parce qu'alors là, franchement, dans la société actuelle, l'esprit critique, sorti de quelques banalités pour dire je ne suis pas comme les autres, bon, mais tout est fait pour qu'il n'y en ait pas. Tout. Donc, c'est à ça que nous essayons de nous attacher. Alors, sur la question des communes, il faut bien voir l'histoire de France. Pour autant que j'ai raison, hein, peut-être que des historiens me diraient que ce n'est pas vrai, mais enfin, il me semble que dans l'histoire de France, en remontant très loin, hein, il y a toujours eu un pouvoir central, enfin jusqu'à la Révolution, hein, un roi, qui en plus était de droit divin, ce qui ne simplifie pas les relations, mais une réalité communale. Je pense que les communes avaient un rôle dans l'organisation politique de l'ensemble de la société. Aujourd'hui, on est en train de tout détruire, tout. L'État, je ne magnifie pas du tout l'État, mais je dis, il y a une espèce de truc qui donne des règles et un fonctionnement commun, un budget. Bon. L'État a disparu au profit de Bruxelles, pour une large part, et les communes, on leur enlève de plus en plus leur pouvoir et leur réalité politique. Je trouve que c'est catastrophique et que les deux choses doivent être revues. C'est pour ça que nous voulons que la reconstitution du peuple passe par les communes, et c'est pour ça que nous avons défini ça dans la réunion dont je parlais avec, il y avait bien 30 associations, hein, dont celle que vous avez citée. Hein. Nous avons défini 2-3 principes que nous partageons tous. Après, nous sommes en désaccord sur des tas de trucs, c'est normal. Ça, c'est la vie. Bon. Mais nous sommes d'accord au moins sur un principe, la reconstitution du droit à partir de la volonté du peuple. Et c'est pour ça que nous faisons en ce moment une campagne sur le thème « Retrouver la supériorité du droit national sur le droit européen », c'est-à-dire de la volonté du peuple sur un machin technocratico-judiciaire. Alors, à ce sujet, une question, André, excusez-moi de vous couper. À ce sujet, êtes-vous comme m'avait dit une fois Pierre Rabhi en répondant à un questionnement de mon ami Marc Chinal, l'aménagement du Titanic, est-ce que vous pensez que aujourd'hui ceux qui prônent une autre Europe ou une autre République sont dans l'aménagement du Titanic? Et est-ce que vous pensez, autrement dit, qu'il faut quitter et qu'il y a urgence à quitter l'Union européenne? Alors, c'est vrai que nous ne posons pas le problème en ces termes. Je conçois parfaitement que dans une certaine logique, on aboutisse à cette conclusion. Nous, on n'est pas sur ce terrain-là, en tout cas en ce moment. Bon, en ce moment, on dit l'Union européenne telle qu'elle est maintenant pose de gros problèmes, et en particulier en termes d'existence de la démocratie. Bon, soit dit en passant, ce n'est pas un hasard si même à Bruxelles, on parle de déficit démocratique. Bon. Soit dit en passant aussi, c'est assez amusant qu'on ait pris un terme comptable pour poser un problème humain. Moi, je trouvais que ce n'était pas un hasard. Oui. Je suis très sensible à ce genre de choses, le vocabulaire. Bon. Donc, on doit dire l'Union européenne, enfin l'Europe, au départ, on appelait ça les communautés européennes, hein, elle s'est faite sur l'idée de la libre circulation commerciale. Bon, alors après, on peut discuter sur ce sujet-là. Moi, je ne trouve pas en soi un objet de critique permanente, mais on peut en discuter. Cela étant, c'est plus ça aujourd'hui. Ça devient petit à petit un pouvoir technocratico-oppressif. Bon. C'est tout à fait autre chose. Bon. Quand on dit on était contre le traité constitutionnel européen 2005, moi j'ai fait la campagne, j'ai fait pas mal de réunions à Rennes, à Limoges, enfin bref, peu importe, et ça a été le plus grand mouvement populaire vraisemblablement depuis la Libération. Or, ce mouvement populaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, contrairement à tout ce que pensait toute la classe dirigeante et toute la presse.
Enfin, presque toute la presse. Bon, Oui. n'exagérons rien quand même. Bon, enfin, une grande partie en tout cas. La presse officielle. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Il s'est passé ensuite que le jeu politique tel qu'il est, et en particulier le jeu des partis, a transformé la présidentielle en un instrument pour détruire ce vote. Vous remarquerez, je vous ai envoyé mon article, ça sur la mémoire est un instrument de combat. Je refais l'analyse de ce qui s'est passé à la présidentielle. Alors qu'un peuple français a voté non, les 4 candidats principaux sont tous pour le oui. Et le seul qui est pour le non, c'est Le Pen. Donc, CQFD, si vous étiez pour le non, vous étiez pour Le Pen. C'est ça qu'on a voulu faire passer comme message. Et c'est Oui, scandaleux. un syllogisme de plus, de toute façon. Eh oui, mais C'est pas ça près. Hein. celui-là, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un peuple français qui a dit non. Voilà. Alors on pourrait expliquer pourquoi tous les partis se sont mis à faire voter avec des candidats pour le oui. Ça montre bien la perversion du système et ça montre bien pourquoi nous avons créé l'association constituante et quand? Au moment du traité de Lisbonne. Ce qu'on a dit, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, c'est Fait... l'événement fondateur de votre association. Ah oui, D'accord. Je l'ignorais. Ok. Ça prend tout son sens, du coup. Oui, c'est à ce moment-là, oui. Fin 2007, c'est-à-dire quand la France le signe, pas après, quand il y a le présidentiel. Hein. Oui, oui, c'est à l'occasion de Lisbonne, bien sûr. Oui. Or, Lisbonne, ça crée bien l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, quand vous dites, est-ce que vous êtes pour, contre ceci? J'ai voté pour un traité qui ne voulait pas ça. Voilà. Et je ne veux toujours pas. Et c'est pour ça, l'idée de la supériorité du droit européen sur le droit national, savez-vous savez-vous, ceux qui nous écoutent, vous le savez sûrement, quand est-ce qu'elle est inscrite dans les traités? Par Lisbonne. Donc, je suis cohérent avec ce que je faisais avant. J'étais contre Lisbonne, je suis contre la supériorité du droit européen sur le droit national. Voilà. Voilà. Alors Et ça, donc, c'est un grand débat juridique hein, sur la subsidiarité ascendante, la hiérarchisation des normes. Il y a un combat juridique. En tout cas, ce qu'on constate dans les faits, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le législatif. L'Europe, à chaque fois, s'impose sur le législatif. Sur le constitutionnel et sur la constituante, c'est plus ambigu. C'est plus ambigu parce qu'on trouve tout et son contraire des deux parties, mais on constate quand même une chose, c'est que le droit européen va bien au-delà des constitutions souveraines des États de le fait. droit européen, C'est une forme de jurisprudence. Je si, ne suis pas un technicien, mais on pourrait considérer que c'est le cas. Enfin, je ne sais pas quel est votre avis, André, là-dessus. si vous relisez bien le traité de Lisbonne, il dit que la Cour de justice européenne de Luxembourg prime sur les constitutions nationales. Simplement, jusqu'à présent, ça pose tellement de problèmes à l'accepter qu'on dit ouais, c'est pas clair. Nanana. Bon. Si vous voulez, je vous enverrai, j'aurais dû vous l'envoyer peut-être, la conférence qui a été faite au Collège de France à l'initiative d'Alain Supiot, que vous devez connaître, qui est un type pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. La conférence qui a été faite par un dénommé Dieter Grimm, qui était membre de la cour de Karlsruhe, donc allemande, et qui explique à quel point, justement, il y a ce dérapage et que ce dérapage tue la démocratie. Voilà. Donc, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Je l'ai écrit. Avec plaisir. Je renvoie aussi aux travaux et aux nombreuses vidéos. Bon, c'est un homme politique, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, on pourra lui concéder une grande compétence et un grand savoir à la matière sur les travaux de François Asselineau, qui a fait de nombreuses conférences explicatives sur la genèse. Il n'est pas le seul, bien évidemment, mais il a cette capacité
politique tacticielle et de pédagogie pour que l'on puisse comprendre comment se sont traités. Mais bon, on dérive Non, un petit mais peu. tout ça Ah, pour ce dire serait que dommage. Je pense qu'André, on le laisse. discours tient Pardon, à perte excuse-moi. de vue, ad nauseam, comme diraient les latins. C'est vous voulez être seul, vous voulez vous isoler, vous voulez être l'Albanie, enfin et autres fadaises qu'on entend. Non, on ne veut pas que le droit européen prime sur le droit national. En quoi ça veut dire on s'isole? D'ailleurs, avant le traité de Lisbonne, c'était le cas. Donc, pourquoi? Alors moi, j'aurais une question technique maintenant. Alors, ce que je vous propose, André, parce que euh, le format ne se prête pas du tout à ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que, comme d'habitude, ce qui est en train de se passer n'est pas du tout adapté à, à l'objectif que l'on s'était donné. Mais Ce que je vous propose, c'est de faire plusieurs émissions, de se rencontrer. Ce sera une première, mais il n'y a pas de raison que l'on puisse pas, parce qu'il va falloir qu'au bout d'une heure, on s'interrompt. Et je pense qu'on n'a même pas commencé le travail de fond et la réflexion, parce que je vous apporter quelque chose dans lequel nous n'avons pas trop l'habitude en termes d'interlocuteurs d'avoir du répondant, un espèce de recul historique, peut-être lié d'ailleurs à votre expérience et à votre âge certain, qui fait que j'ai des dizaines de questions à vous poser et c'est très intéressant. Alors, ce que l'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fera une ou deux autres émissions de ce format-là dans la suite, hein, puisqu'aujourd'hui, on était censé se voir par rapport à la coalition citoyenne, par rapport à votre travail, et qu'en fin de compte, on ne l'a pratiquement pas du tout abordé, puisqu'on est resté sur des considérations générales, mais très intéressantes. Ce que si vous me permettez, je ne donne pas l'impression, parce que je n'ai pas du tout cherché ça, hein, de négliger la coalition citoyenne. Au contraire, je pense que non, non, je pense qu'il y a un travail de fond tout à fait intéressant, auquel d'ailleurs nous nous intéressons, puisqu'on a participé et nous souhaitons continuer ce rapport. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, sur le fond, je pense qu'on aurait plein de convergences. Ensuite, il y a la question de la participation à la vie politique telle qu'elle est, sur laquelle on aurait peut-être une manière de voir différente, mais ça, c'est une autre question. En revanche, par contre, sur les communales, sur les élections communales, municipales, je veux dire, on serait d'accord. Hein. Donc, il faut effectivement s'investir sur le travail sur les communes. Voilà. Donc, de ce point de vue, mais que je ne donne pas l'impression que je ne suis pas intéressé, au contraire. Hein. Voilà. Alors, vous n'avez pas du tout donné cette impression-là, c'est juste notre conversation qui dérive sur d'autres points, mais qui finit par, de toute façon, par converger, par ce qui nous préoccupe tous. En fin de compte, c'est la politique, mais la politique au sens étymologique du terme, c'est la gestion de la cité. Absolument. La cité étant la plus petite cité, étant la commune et notre village. Nous serons appelés donc à reparler de tout ça, en tout cas. Une question qui, dans le cadre du travail que vous faites sur la Constituante, vous avez donc parlé de vous appuyer sur un maillage communal, sur des constitutions d'assemblée Oui. qui se prononceraient. Donc, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent dans un schéma presque opposé, qui pensent que c'est les assemblées communales qui devraient éventuellement faire leur constitution et que par un phénomène de silo et de remontée d'informations, ce qu'on dirait en droit une subsidiarité ascendante, on pourrait de toutes ces petites constitutions faire une unique constitution, compilée, rediscutée. Ou est-ce que vous partez dans le travail que vous faites sur des propositions qui s'appuient par le haut, qui descendraient ensuite verticalement au niveau des communes? Non, non, Dans quel axe moi, je travaillez-vous? pense qu'il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui émane des communes. La seule chose, telle que vous venez de l'évoquer, hein, sur laquelle j'aurais sans doute un doute, c'est ceux qui sont sur l'idée qu'il y a un consensus souterrain. Hein.
Non, il n'y a pas de consensus souterrain. La démocratie, quand elle a été construite par les Grecs, justement, elle n'était pas destinée à, elle était destinée à régler les conflits, pas à les empêcher. Il y a des conflits, c'est normal. Il y a des divergences sur des tas de problèmes, c'est normal. Le problème, c'est de les faire apparaître et de trouver la manière de les trancher. Et nous pensons effectivement que commencer ce débat au niveau des communes, c'est pas mauvais, qu'ensuite, les propositions effectivement remontent, mais donc du bas vers le haut, avec des gens qui vont les porter, contrôlés éventuellement, non pas éventuellement d'ailleurs, contrôlés par leurs assemblées locales qu'ils ont envoyées. Et puis, petit à petit, ça crée une dynamique, oui, et ça crée une réalité. Et au passage, ça recrée un peuple, c'est-à-dire ce que nous souhaitons, c'est-à-dire un souverain. Alors l'argument opposé, la contradiction à ce que vous venez de dire, et ce qu'on entend souvent, c'est que la multiplication des avis empêche la souveraineté de faire nation, et que c'est favoriser et donner le pan à une forme de sécession au niveau constitutionnel, du moins, et de mettre en avant une forme de régionalisme, hein, qui est d'ailleurs appelé de ses voeux par l'Union européenne, Oui, puisque ça je sais, oui. tout le monde a compris que le projet il est fédéral, hein, et de détruire les Oui, nations, ça bien sûr. etc. Donc, bon, maintenant, ce n'est plus à prouver, hein. L'avènement des grandes régions en France montre bien que même administrativement, ils sont en train de préparer le projet initial. Euh, donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent oui, mais partir des communes et avoir, alors on fait dans l'absolu, hein, aujourd'hui il y a 34 755 communes recensées l'année dernière, ça ferait bon, presque plus de 34 000 constitutions ou constituantes, je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Non, ça fait et Comment on l'Assemblée fait? communale qui parleront de ça. Voilà. Oui, mais comment on fait pour avoir une assemblée commune, du Comment coup, on a fait pour, qui puisse décider d'une constituante commune? comment on a fait pour créer les États généraux qui sont devenus une Assemblée nationale? C'est pareil. Il y a eu des débats, parce que les débats, et en particulier les cahiers de doléances, qui eux ont été examinés, ce qui n'a pas été le cas dans ceux de Macron. Bon. Sur la base de ça, il y a eu des gens qui ont été envoyés pour justement pour porter ces doléances et ces perspectives, et qui ont remis en cause un pouvoir tel qu'il était en proposant un autre. Bon, alors je ne dis pas que c'est un idéal, je dis simplement que c'est un processus qu'on connaît. Bon. Et l'idée, il y a des tas d'opinions, il y a des tas, oui, bien entendu qu'il y a des tas d'opinions. C'est ça la démocratie. Le problème, c'est que on a fini, on a tellement oublié ce qu'était la démocratie, on a tellement oublié ce qu'était un citoyen, que maintenant, c'est des débats n'importe comment sur n'importe quoi, sans que ça aboutisse sur rien. Bon, ça donne l'illusion. C'est d'ailleurs ce que souhaite le pouvoir actuel. C'est de faire croire qu'il y a des débats quand il n'y en a pas. Bon. Bon. Le problème, c'est de s'organiser pour qu'il y ait des vrais débats, hein, et que petit à petit émerge. Par exemple, je ne vais pas faire un parallèle facile parce qu'il m'arrange, mais quand même. Quand nous avons rassemblé, moi j'avais recensé 50 à 60 associations qui travaillent pour la démocratie. Je pense qu'il y en a plus, mais bon, c'est celle qu'on a. Bon, s'il y en a plus, on les prend aussi, par définition. Mais quand on s'est réunis, a priori, on voyait plutôt ce qui nous divisait que ce qui nous rassemblait. Et on a trouvé petit à petit, par la discussion, par le respect des autres, par l'acceptation de l'esprit critique, on a petit à petit réussi à trouver deux, trois trucs dont on pense que c'est un fond commun. Bon. Donc ça, c'est pas dire que ça ne peut pas marcher. Moi, je le ressens comme un parti pris, si vous voulez. Il ne faut pas le faire. Mais il y a eu l'histoire de France est pleine de ce genre de choses. Il y a eu des débats, et on est arrivé à quoi?
On est arrivé à un concept qui aujourd'hui est en train d'être tué, le citoyen. Et quand nous parlions tout à l'heure d'autres formules, etc., non, ça c'est des gens, c'est pas des citoyens. Le citoyen, c'est quelqu'un qui s'exprime en tant que citoyen dans des assemblées citoyennes. Et pas comme ça. Alors André, ce que je vous propose, parce que l'heure qui nous était impartie, comme on dit, de façon un peu bête parfois, mais pour une fois, je ne peux pas y déroger. Je suis désolé. Euh, et donc, comme on n'avait pas prévu une émission de fond où on aurait pu passer 3-4 heures pour brosser tout ce que vous avez à nous dire, parce qu'il faut que l'on discute ensemble de beaucoup d'articles que vous avez écrits, de livres que vous avez écrits, notamment Pourquoi je ne suis pas altermondialiste et l'éloge de l'antimondialisme. Alors là aussi, beaucoup de concepts dans une simple phrase. Bonapartisme ou constituante. Vous nous avez fait un appel du 4 mai qu'il aurait fallu parler, dont il aurait fallu parler, et puis surtout un article magnifique sur la mémoire en tant qu'on l'a un petit peu évoqué, la mémoire en tant qu'instrument de combat, plus votre travail de constituant. Donc, ce que je vous propose, André, c'est qu'on reprenne un rendez-vous la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver un petit créneau, peut-être dans ces heures-là, pour qu'on continue cet entretien, pour que l'on puisse éventuellement aller jusqu'au bout, parce que vous avez une approche et un discours que nous n'entendons peu et qui est pour nous très intéressant dans l'écoute que nous devons à nous-mêmes et surtout aux gens qui, comme vous, réfléchissent. Et donc, si vous le permettez, je vais mettre fin à notre entretien pour envoyer le générique et on prendra un rendez-vous ou peut-être on en discutera, faire une émission complètement dédiée qui serait la suite, parce que j'ai l'impression que une deuxième ne suffira pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens venir les choses. En général, je ne me trompe pas. Mais vous avez une approche qui remet par rapport à ce que l'on peut entendre aujourd'hui chez les démocrates, une capacité à dézoomer et à poser des questions justes. Et je trouve que votre discours est fort intéressant. Alors, André, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé si on avait dévoyé l'idée. Absolument pas, mais pas du tout. On est en plein dedans, justement. Mais justement, on est en plein dedans. Donc, je vais vous remercier pour cette petite heure accordée. Et nous allons se faire cette gourmandise de s'en accorder quelques heures de plus ensemble, peut-être sous forme d'épisode, je ne sais pas, ou peut-être dans une émission un soir dédié. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup et j'invite tous nos auditeurs à aller peut-être en préambule de l'émission à venir, à compulser le site pourune-constituante.fr qui vous permettra de faire connaissance avec la pensée d'André Bellon, qui est multiple. Et aux auditeurs qui ont eu le courage de m'écouter. Oui, alors ne vous fiez jamais à l'audience entre les algorithmes qui donnent des faux chiffres et puis le fait que nous nous intéressons pas à ça. Nous sommes des bénévoles politiques et militants et que nous semons des petits cailloux et qu'on essaye juste de construire un édifice qui permet de découvrir toutes les pensées démocrates. Je vous remercie beaucoup, André. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit, du coup, puisque là, c'est vraiment d'actualité. À très vite, alors, à la semaine prochaine, sûr. Au revoir.